Salut tout le monde et nous y voilà, le tournage du deuxième épisode de Baller's Kitchen. Alors aujourd'hui, je rencontre Michael Chagnon. Mike, c'est qui? C'est un préparateur physique que personnellement je connais depuis longtemps, mais qui connaît une grosse ascension au Québec. Il a son propre centre d'entraînement à Trois-Rivières, le Centre Frappe, qui est un centre de performance, mais également il a des formations sur Expertise 360 et il vient de sortir 2 livres, dont un qui est spécialement dédié au développement du jeune sportif. Et pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que je voulais qu'on parle de la surspécialisation à un jeune âge. La surspécialisation à un jeune âge, on en a parlé beaucoup ces derniers temps. Pourquoi? Parce que ça semble avoir un effet un peu délétère sur le développement de l'athlète à long terme. Alors on va évoquer le multisport, on va évoquer la surcharge de travail, on va évoquer le fait justement de faire qu'un seul sport trop intense à un jeune âge, quels sont les effets sur le physique, sur les blessures, quel est l'effet aussi sur le mental, sur un possible burn-out sportif. Alors comme vous savez, cette chaîne démarre à peine et on a besoin de vous. Pourquoi on a besoin de vous? Pour vous abonner à la chaîne, pour liker et partager les vidéos qui vous plaisent. Pour vous, c'est bien parce qu'à chaque fois qu'elles vont sortir, vous allez les voir sur votre fil. Et c'est bien également pour nous. Pourquoi? Parce que ça fait jouer l'algorithme. Nos vidéos vont être mieux référencées ainsi que la chaîne et elle va apparaître devant plus de monde. Allez, maintenant j'ai assez parlé, place à l'épisode. Bonjour, mon nom est Michael Chagnon, je suis préparateur physique depuis 2007 et j'ai gradué en kinésiologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2010. Alors voilà, on y est. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, Mike, pour un sujet qui revient beaucoup et toi, tu postes beaucoup justement là-dessus. C'est le multisport et surtout la surspécialisation à un jeune âge, ce qu'on voit de plus en plus au basket. Puis je sais que tu interviens notamment avec des basketteurs depuis longtemps. Avant, tu vois, de rentrer dans le Ouais. vif du sujet, je voudrais, pour les gens qui te connaissent pas encore, alors toi, tu as une ascension, incroyable les dernières années. On parle de plus en plus de toi, de ton travail. Moi, je te connais depuis longtemps, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Je vois que tu es un gros travailleur, tu aimes écrire, tu aimes développer des choses. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi ton développement à toi? Pourquoi est-ce que tu es devenu préparateur physique? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ouais, dans le fond, je travaille avec Frappe Performance Athlétique. On est situé à Trois-Rivières. Quand j'ai fini mon baccalauréat là, en kinésiologie, j'ai eu la chance d'être impliqué immédiatement dans ce qui est le plus gros programme de sport-études au Québec, l'Académie des Estacades à Trois-Rivières. C'est cette expérience-là qui m'a permis vraiment là, de me développer en tant que spécialiste en préparation athlétique. On a travaillé avec 25 sports et disciplines différentes. C'est plus d'un millier d'athlètes qu'on a eu la charge de la préparation physique. Ça nous a vraiment donné l'expertise là, du développement athlétique pour les jeunes athlètes. Mais au travers de ces années-là, ça nous a permis aussi de travailler avec des athlètes, oui, des débutants en progression, mais aussi des athlètes professionnels ainsi que des athlètes olympiques. Ça, c'est top et je vois en fait, vous aviez parti avec tes associés le centre Frappe, que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux et vous avez, changé vos locaux. Donc moi, je trouve que Oui, c'est magnifique là. Tu as même un panier de basket dans ton centre, ouais. c'est vraiment top. Puis dans une ville comme Trois-Rivières, finalement, est-ce que moi, je dis souvent, on est plus équipé, j'ai l'impression, hein, que dans les endroits comme Trois-Rivières, comme Québec, voire d'autres villes comme ça, des fois, je trouve qu'il y a encore plus de centres performance que quand on tourne autour de Montréal. Moi, je suis sur la rive sud et la réalité, c'est que rive sud, proche des ponts, il y a quasiment plus de centres de performance. Est-ce que tu penses que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient? C'est un avantage, c'est sûr. Tu sais, faut pas négliger non plus que Trois-Rivières, c'est le centre du Québec. Fait qu'on est exactement à la même distance de Québec que de Montréal. Ça, c'est un avantage quand même important pour les athlètes. Je pense Oui. que notre bagage d'avoir travaillé avec des aussi grands groupes en sport-études nous a permis, quand on a quitté le sport-études pour ouvrir notre propre centre de performance, ben, on avait vraiment une bonne idée de ce qu'on voulait comme centre de performance, puis comment on allait l'équiper puis le designer là, pour que ce soit optimal pour tout le monde. Fait que c'est à la fois le mix géographique, mais aussi notre expérience professionnelle là, qui nous a permis d'arriver à quelque chose qui est unique.
Écoute, ça c'est top et on le voit, on peut te suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour le centre et tu as également ces derniers temps écrit 2 livres, dont un qui est en plein dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, en fait, j'ai écrit mon premier livre là, en 2024 qui est vraiment sur l'encadrement athlétique en termes vraiment très, très théoriques. C'était vraiment un livre que je voulais sortir pour amener des outils aux entraîneurs pour bien encadrer de A à Z. Mon livre s'appelle L'ABC de la préparation athlétique dans un cheminement de performance sportive. Le livre que j'ai sorti il y a un peu moins de 1 mois, c'est Des bases au sommet. Donc, ce que je discute dans ce livre-là, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut, en tant que société, puis que préparateur physique, entraîneur, que parents, s'impliquer dans le modèle de développement des athlètes actuels pour qu'on ait plus d'athlètes de haut niveau qui émergent de nos programmes, mais aussi pour qu'on ait plus d'adultes qui sont en santé. Parce qu'on se le cachera pas, là, la majorité des athlètes dans le sport de développement n'en feront pas un métier, ils atteindront jamais le niveau élite. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ces jeunes-là demeurent actifs à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment les sujets que je voulais aborder dans mon livre, là, tout l'écosystème entourant l'athlète, nos méthodes de développement, qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dedans pour qu'on ait plus d'athlètes performants, mais aussi plus d'adultes en santé éventuellement. Et c'est excellent ce que tu dis là, parce qu'il y a aussi le transfert de la vie d'athlète. Comme quoi la qualité de ce qu'on va faire pendant notre vie d'athlète mènera pardon, à un meilleur transfert sur l'adulte qu'on va être dans notre vie d'après, hein. Parce que des fois, on va avoir des blessures, on va développer certains petits problèmes qui vont nuire à notre vie après et ça, c'est vrai qu'on en parle rarement. Mais donc le sujet de ce livre-là, de ton deuxième, ça nous amène, c'est pour ça en fait que je t'ai invité aujourd'hui, on entend énormément parler, des problèmes liés à la surspécialisation à un jeune âge. On en entend beaucoup parler dans tous les sports, on en entend beaucoup parler dans le basketball. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi justement, comment c'est né cette prise de conscience? Parce que nous, on le voit dans le basket, comme tu le sais très bien. Maintenant, on a des saisons, qui sont quand même des saisons qui sont continues, en fait. Parce que tu vas jouer ta saison d'hiver comme avant, mais le off-season disparaît au bénéfice de AAU. Les AAU avant, c'était peut-être 2 3 semaines dans l'été, maintenant c'est tout le temps. Donc j'ai des joueurs, moi personnellement, qui jouent plus de 11 mois dans l'année. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir au sujet justement de qu'est-ce qui a sensibilisé à, cette surspécialisation? Qu'est-ce qu'on observe chez les jeunes, tout ça? Ah ben, en fait, la surspécialisation, là, elle vient à la base de la théorie des 10 000 heures pour devenir un expert. Ça vient aussi du fait qu'on se le cachera pas, là, un jeune qui fait son sport à l'année, que ce soit le basket ou autre, on va observer une progression qui est plus rapide pendant un certain laps de temps. Puis je pense que c'est ça qui va venir satisfaire les gens à court terme ou bien les inciter à aller dans la voie de la surspécialisation parce que, comme tu dis, le jeune qui a joué au basket tout l'été, ben, c'est sûr quand il arrive dans sa saison d'automne, il va avoir une certaine longueur d'avance sur celui qui aura pas joué pendant l'été ou qui aura fait quelques semaines de basket pour se remettre en forme là, avant les camps de sélection ou le début de la saison. Fait que je pense que c'est vraiment cet aspect de progression très, très rapide qui vient inciter les jeunes, les parents à pousser vers la spécialisation. Maintenant, on a de plus en plus de données puis d'indicatifs qui nous portent à comprendre que cette spécialisation-là, à moyen et long terme, est beaucoup plus néfaste que positive. J'ai une petite question à ce sujet, sur ton expérience personnelle, parce que moi, des fois, je le vois. Moi, je dis toujours, l'adulte, des fois, dans dans les programmes, veut être le chef du bac à sable. Il veut vraiment être le boss à gérer le jeune. Des fois, c'est positif, des fois, c'est un peu plus toxique. Ça m'arrive souvent de voir les jeunes considérer le AAU au basket comme une obligation. Je m'explique. Très souvent, ils galèrent pour arriver à leur fin de saison
normal, tu sais, RSEQ ou civil, c'est dur à la fin, hein. On voit qu'on n'a plus la même, adhésion. On voit que ils vont commencer à arriver un peu plus en retard. Ils vont commencer à rater certains entraînements. Il va y avoir une baisse d'intensité. Bref, ils sont plus vraiment là. Mais ils enchaînent directement avec les try-outs du AAU pour commencer avec le AAU. Donc, ça m'amène à une pensée que des fois, les jeunes n'ont pas envie de jouer AAU, mais qu'on leur met tellement dans la tête que c'est là qu'il va y avoir les opportunités, c'est là qu'il va y avoir les offres, que finalement ils plongent dedans. Ouais, ben, c'est exactement ça. Puis, tu sais, tu le vis au basket, on le voit dans un maximum de sports. En fait, là, presque tous les sports ont pris cette mauvaise tangente-là. Mais moi, je le dis souvent, là, c'est le système qui est toxique autour du développement des jeunes athlètes. Donc, ces fausses promesses-là, le fait que si tu participes pas à mon camp d'été, tu feras pas l'équipe l'année prochaine. Si tu fais pas ma saison d'été, tu feras pas mon équipe à l'automne, etc. Fait que oui, c'est un système entourant les athlètes qui est majoritairement dicté par les adultes, là, qui amène un aspect extrêmement toxique au système de développement qu'on a actuellement, là, 100%. Exact ça, exactement. Et ça noie non seulement les athlètes, mais des fois ça noie les parents qui sont pas tous issus du sport et qui se fient beaucoup, à l'adulte en charge, c'est-à-dire à l'entraîneur et qui des fois ne voient pas forcément que, leur enfant se dirige, dans la mauvaise direction. Et alors ça nous amène à la prochaine question parce que, tu vois, on en parlait juste avant tous les 2. Les parents et les athlètes sont des fois un petit peu perdus, en voyant les informations sur le multisport. Parce qu'on dit bien sûr qu'au contraire de la surspécialisation, on va revenir dedans sur l'aspect scientifique tout à l'heure, que le multisport, en fait, a des bénéfices pour les joueurs de basketball à un jeune âge, dans leur développement. Maintenant, il y a un truc, il y a une réalité. Moi, tu vois, je prends mes enfants, ils sont en sport-études. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Gros volume de basketball. Moi, je trouve immense. À un jeune âge comme ça, mon plus jeune a commencé à 12 ans, très gros volume, c'est-à-dire tu vas jouer tous les jours au basket, tu vas t'entraîner tous les jours au basket, et la fin de semaine, tu vas avoir un, voire deux, voire trois matchs. Selon si tu es dans un tournoi, selon si tu as juste un match de saison, bref, ils jouent quasiment tout le temps. Donc, quand on va parler de multisport, des fois à des parents, à des gens, ils vont se dire: «Mais c'est quoi le multisport?» parce que je vais pas pouvoir les inscrire au basket, les inscrire au hasard, hein, au soccer, au rugby ou ici et là. Donc, c'est quoi la proportion, en fait, de ce qu'on va considérer comme multisport? OK. Tu sais, dans le En fond, la termes première erreur d'engagement, qu'on tu vois? voit avec ouais, ben, la première erreur qu'on voit là, en termes d'implantation du multisport, c'est justement de vouloir rajouter un deuxième sport par-dessus le sport principal. Fait que là, les jeunes, ils jouent au basket tous les jours de la semaine, ils jouent la fin de semaine. Par-dessus ça, on va ajouter du hockey les mardis, jeudis. Fait que ça, c'est une des principales erreurs qu'on voit. En fait, là, le multisport, théoriquement, selon la science, dans le développement avant l'adolescence, le jeune devrait toucher 2 à 3 sports structurés au niveau annuel. Ça ne veut pas dire que c'est la même intensité qui doit être apportée dans chacun de ces sports-là. Si son basket, c'est le sport principal, mais le jeune peut très bien jouer au baseball de manière récréative dans une ligue qui est moins axée sur la performance pendant l'été. Il pourrait jouer au soccer ou peu importe un sport qui Ouais. va lui plaire ou qui va amener un développement de bagage petit moteur qui va l'aider au niveau de son basket, mais il n'est pas nécessairement obligé d'y mettre le même niveau d'intensité. Ça, c'est la science, ça, c'est le beau côté de la théorie. Après ça, est-ce que c'est la capacité de toutes les familles puis de tous les parents de pouvoir inscrire leurs enfants dans plusieurs sports comme ça à travers l'année? La réalité, c'est que non, pas du tout, là. Il y a un aspect financier, il y a un aspect organisationnel, il y a un aspect implication de temps pour les parents qui fait que l'utilisation du multisport est très, très difficile. Mais au-delà de ça, aller jouer dehors, aller faire du ski avec les enfants, de la raquette, jouer dans la rue, etc. Ça aussi, ça en est du multisport. Puis c'est le type d'activité qu'on a vu qui s'est détérioré avec les années, qu'on a perdu. Ouais. Tu sais, moi, je suis un enfant des années 80-90. On partait, on allait jouer la fin de semaine avec notre vélo, avec les amis, on allait au parc. C'est comme ça qu'on expérimentait notre développement moteur.
ces choses-là ne se font plus. Donc, c'est vraiment par l'activité physique structurée et sportive qu'on va voir le plus gros développement de bagage d'outils moteurs maintenant chez les jeunes enfants. Mais en rien, le multisport est une obligation de s'inscrire à plusieurs sports structurés au travers de l'année. Je pense qu'il y a une grosse part d'activité physique qui peut venir à la maison, là, qui pourrait être beaucoup plus facilement implantée que de simplement suivre les calendriers de fédération. Tu vois, c'est super important ce que tu dis et c'est super intéressant parce que déjà, ça va éclairer les gens parce que on voit, il y a 2 patterns dans la façon de faire. Il va y avoir l'Amérique du Nord. Amérique du Nord a des saisons découpées. Généralement, l'hiver, c'est basketball. Je parle toujours pour les basketteurs, hein. L'hiver, c'est basketball et quand tu finis ta saison, grosso modo d'hiver, tu sais que tu peux enchaîner sur une, saison de football US, sur une saison de soccer, sur une saison d'autres choses. En Europe, c'est très différent. En Europe, tu vois, tout selon où tu joues, surtout en France, chez nous, tu vas jouer au basket, au rugby, au tennis. Au tennis, ça dépend, ils jouent beaucoup l'été. Mais au handball, au basket, toujours finalement dans cette même période de 9 mois dans l'année. Ce qui fait que ça devient très dur, à part l'été peut-être pendant 2, 3 mois, d'instaurer quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est que, ben, nous, on joue tous en Europe, on joue tous à la lors de la récréation, tu sais, la pause du midi, on prend un ballon de soccer, on joue tous au soccer, dehors. Ou alors ça tu vas tomber en période de vacances, tu vas aller faire du ski avec tes parents, tu vas prendre un cours avec un moniteur ici et là. Donc ça veut dire que, finalement, ça peut compter aussi comme du multisport. Oui, absolument, absolument. Tu sais, les saisons de basket ici au Québec, là, c'est mon collègue qui s'occupe davantage du basket. Mais quand on regarde les autres sports, que ce soit le hockey, le volleyball ou etc., un des gros problèmes qu'on a ici au Québec, c'est le chevauchement des différentes saisons. Donc, la saison de baseball va commencer avant que celle de basket se soit terminée. La saison de OK. football va se terminer après celle que le basket commence, etc. Fait que ça aussi, là, ça devient difficile pour les jeunes de dire, ben moi, j'aimerais ça jouer au baseball cet été, mais j'ai manqué mon cas de sélection parce que ma saison de basket n'était pas terminée encore, là. Ouais, c'est intéressant ce que tu apportes, tu vois? Parce que moi, personnellement, j'avais jamais pensé à ça, tu vois? Je disais, il y a une saison d'hiver, une saison d'été, mais le chevauchement, je le voyais pas vraiment. Donc c'est super intéressant. Ce qu'on voit aussi, tu vois, sur le point du multisport, parce que tu me fais remonter des choses, petit à petit. Moi, j'avais un coéquipier qui jouait au rugby. Il était plus jeune que moi, on jouait à Vichy en espoir, Damien Pistre. Il a joué, professionnel en Pro B, il a joué National 1 et il avait une particularité, son père était un rugbyman. Donc lui a commencé au rugby, tu sais, athlète puissant, capable de courir, costaud. Il sautait très haut, bref, c'était un très bon athlète, mais il y avait une particularité, excellent intercepteur. Alors quand on était jeune, il était un excellent intercepteur et quand il est parti jouer en Pro B, il a de suite fait partie des meilleurs intercepteurs de la ligue. Et pourquoi? Puis tu vas lui demander, il va te dire: «Parce qu'au rugby, on défend en avançant». Donc il défend Ouais, en exactement. coupant toutes les lignes de passe comme au rugby, il pique des ballons, il va dunker de l'autre côté. Ouais, c'est la pratique du multisport comme ça là, va permettre d'aller chercher des acquis qui vont être transférables dans un autre sport, mais qu'on n'aurait pas nécessairement réussi à développer en faisant notre sport d'origine. Donc, l'exemple que tu donnes, c'est super bon parce que probablement que cet athlète-là, au-delà de j'utilise mes techniques de défense du rugby, mais au niveau de sa vision de jeu, c'est sûr qu'il y avait une vision de jeu qui était beaucoup plus développée qu'un athlète qui a fait que du basketball, par exemple. Bien sûr. Et tu vois, en Europe, on dit beaucoup, moi le premier, hein, on ne faisait pas de multisport. Des fois, même, tu vois, moi, quand je suis arrivé en sport-études à l'époque, bon, je vais avoir 45 ans, je sais pas du tout si aujourd'hui c'est la même chose, mais on avait un pavé comme ça de règles à respecter quand on s'engageait et on n'avait pas le droit. Moi, par exemple, j'avais plus le droit d'aller faire du ski. Ils coupaient tous les sports qui comprenaient un risque. Donc, et certains arrivaient à 14, 15 ans. Donc, c'est un peu une balle dans la jambe du développement par le multisport. Et maintenant, quand tu vois par contre un jeune comme Wembanyama, quand tu le regardes, c'est un mec qui fait du yoga. Je sais pas si tu as vu ses vidéos où il fait la split, où il fait le grand écart, Non? où il est capable de mettre sa tête entre ses jambes quand il descend.
Il va faire du soccer où il est très respectable là, il a un assez bon niveau. Il va s'enfermer avec, les moines Shaolin pendant, 3 semaines l'été pour faire du kung-fu et de la méditation. Donc tu vois quand même cet aspect qui a possiblement embarqué aussi vers l'Europe, hein. Et c'est ça, tu vois? Avant on disait c'était vraiment moi j'étais un peu biaisé même par rapport à ça parce que je me disais, Hem, les études sont majeurement faites, en Amérique du Nord pour justement tout ce qui a trait au multisport, à la surspécialisation et moi, je trouvais aussi que c'est culturel, le multisport en Amérique du Nord. Pas quand on rentre c'est vrai que ces derniers temps, tu vas être très, les sports-études commencent jeunes et ci et là, mais c'était très culturel de jouer au basket et au baseball ou au basket et au football américain et finalement, le truc, c'était pas Ouais. toujours que les athlètes voulaient y aller, c'est qu'il y avait un recrutement génétique. C'est qu'on voyait à l'école le mec puissant et le mec puissant, le coach de basket le voulait et le coach de football le voulait aussi. Donc c'est pour ça qu'il y avait un peu cet écart, cette différence avec, l'Europe et l'Amérique du Nord. Maintenant, tu vois, nous, on a les sports qu'on peut pratiquer, on a la proportion, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être ultra structuré pour considérer quelque chose comme du multisport. Petite question, est-ce que la musculation, ajouter la musculation, c'est du multisport? Oui, absolument. Lorsque c'est bien fait, hein, fait que la musculation, pure et dure, très cartésienne de lever des poids sur des mouvements de squat, bench, et cetera. Non, plus ou moins. Mais par contre, lorsqu'on a une approche qui est vraiment axée sur le développement des habiletés motrices, que nous, on prône énormément, ben là, oui, ça peut devenir une approche là, qui va être considérée comme étant multisport parce que justement, on met travailler des patrons moteurs qui sont différents de la pratique du sport. On met travailler l'aspect coordination, proprioception, prise de décision, agilité, etc. Mais oui, 100% là, la musculation non traditionnel, on va dire, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Tu sais, nous, dans la région, on est les seuls à faire ça, puis je pourrais même pas te nommer un autre programme au Québec qui a développé un cours pour enfants comme le nôtre, mais c'est beaucoup, beaucoup axé justement sur le développement des habiletés motrices, des patrons moteurs comme ramper, rouler, sauter, lancer, attraper, etc., au travers des aspects ludiques de jeu pour qu'éventuellement tout ce bagage-là puisse servir à la pratique du sport, là. Aller chercher un peu le retard Ouais. de développement qu'on a observé, dans notre société d'aujourd'hui dû au fait qu'on va plus jouer de manière non structurée dehors. Et donc, tu vois aussi concrètement, l'athlétisme. C'est quelque chose que j'ai toujours eu dans la tête, moi, que ça pouvait même, tu sais, des fois, on va parler, on va dire: «Ah ouais, mais c'est pas la même vitesse, c'est pas comme un sprint. Ah, mais c'est pas» mais l'athlétisme, ça peut amener quelque chose de varié. Déjà, c'est dehors, génial, hein. Nous, on joue tout le temps dans des salles. Donc, déjà, premièrement, tu sors, tu vas faire de l'athlétisme, il y a du sprint, tu apprends à sprinter, tu apprends à bouger. Même dans le développement du sprint en athlétisme, pardon, il y a des skips, il y a des choses comme ça qui vont servir à nos joueurs et ça me rappelle que, tu vois, quand j'avais 15 ans, je commençais à jouer, surclassé en national 2 en France et j'avais un entraîneur, d'ex-URSS. Donc un mec génial, super là, toujours plein d'anecdotes, très rigoureux, mais il nous disait qu'à l'époque où lui était gamin, en ex-URSS, la saison, c'était le basket. Dès que le basket terminait, c'était l'athlétisme. Mmh. Tu vois, Ouais, c'était en fait, comme une, vas-y, vas-y. non, mais en fait, l'utilisation du sprint, là, c'est super pratique parce que ça va enseigner une bonne technique de course. Fait que, est-ce que c'est un sport qui va permettre, tu sais, le basket, les sports de terrain, c'est un environnement qui est chaotique. Beaucoup de changements de direction. C'est un environnement qui est non prédictible. Donc, ça demande, il y a beaucoup de stimuli auxquels on doit s'adapter puis apprendre à réagir rapidement. L'athlétisme, c'est en ligne droite, il y a un départ, il y a une arrivée, c'est super simple. Par contre, le fait d'avoir une bonne technique de course, une bonne mécanique, de comprendre
comment bougent les jambes, les hanches, comment utiliser les hanches dans ton mouvement, comment donner le bon contact au sol, et cetera. Mais tous ces acquis-là vont faciliter la performance ensuite de ça au basket. Si tu es plus efficace pour te déplacer sur le terrain, ben, il va te rester beaucoup plus d'énergie après ça de te concentrer sur ton adversaire, sur ton shoot, sur tes déplacements latéraux, et cetera, et cetera. Fait que l'athlétisme, est-ce que c'est une définition de multisport pur et dur pour aller augmenter ton bagage d'outils? Non, probablement pas. Mais les acquis que tu peux aller chercher avec ça au niveau technique peuvent être assurément un atout après ça dans ta performance que tu n'aurais pas développé seulement en jouant au basket. Ouais, ouais. Mes enfants vont faire de l'athlétisme cet été. Alors, ça nous amène à un autre point. Parce que là, tu vois, on a tiré un peu le portrait, mais maintenant c'est en fait, que dit la science au niveau, de la surspécialisation et du multisport? Est-ce que tu aurais quelques chiffres ou quelques anecdotes autour de la science, autour des études qui ont été faites, à partager un petit peu pour illustrer, ce qu'on est en train de dire, ce que tu es en train de nous dire? Ouais, mais en fait, là, la science, qu'est-ce qu'elle nous démontre entre le sport, la spécialisation puis la pratique du multisport, c'est que la spécialisation va amener un plus grand risque de blessure puis un plus grand risque d'abandon sportif. Les statistiques en Amérique du Nord en ce moment, c'est que 70% des jeunes vont abandonner le sport structuré autour de l'adolescence, un petit peu avant, un petit peu après, mais autour de l'adolescence. C'est 7 jeunes sur 10 qui vont abandonner le sport pour des raisons de blessures, de surutilisation ou parce qu'ils se sont tannés de pratiquer leur sport, mais ils s'étaient tellement identifiés à ce sport-là, n'ayant connu autre chose, que maintenant, ben, ils n'ont pas les habiletés ou l'intérêt d'aller vers d'autres sports. Ils vont préférer abandonner. Le plus gros problème avec cet abandon-là, c'est que les jeunes qui abandonnent le sport à l'adolescence pour ces raisons-là, pour la majorité, ne reprendront pas l'activité physique de manière régulière, même à l'âge adulte. Donc, ils vont participer à l'augmentation de la sédentarité. On le voit aussi en NBA, les joueurs qui sont issus du multisport vont avoir joué à la fin de la saison plus de matchs que les joueurs qui sont issus de la spécialisation, puis pas nécessairement pour une question de talent, mais plus au fait qu'ils vont avoir manqué moins de parties à cause d'une blessure de surutilisation. D'autres stats intéressantes qu'on pourrait parler, là, on a souvent tendance à penser justement que les athlètes de haut niveau se sont spécialisés très, très tôt, là. Tiger Woods, il a commencé à jouer au golf à 4 ans, donc tous les athlètes devraient commencer leur sport très, très tôt. Mais quand on observe, par exemple, les Olympiens, qui est le niveau d'élite par excellence, tu sais, on vient de sortir des Jeux d'hiver la semaine dernière, mais la très grande majorité des Olympiens se sont spécialisés à l'âge de 16 ans. C'est à 16 ans qu'ils ont commencé à se concentrer sur leur sport unique qui les a amenés à performer aux Jeux olympiques. Avant ça, ils pratiquaient 2 ou 3 sports, puis même qu'on a une très haute proportion des athlètes olympiques qui ont commencé leur sport pour lequel ils se sont rendus aux Jeux à l'âge de 10 ans. Donc, c'est beaucoup plus tard que ce que le système nous laisse croire, hein. Ouais, et c'est fou quand même, tu vois? Ça, je le savais pas. Alors, je sais qu'on parle beaucoup du risque de potentiel de blessure. J'ai beaucoup de physios dans mon entourage, des thérapeutes du sport, tout ça, puis on en discute assez souvent. Mais le 70 d'abandon, c'est ce qui vient le plus me chercher parce que j'ai beaucoup de discussions autour de ça ces derniers temps, sur le découragement des jeunes. Sur le Mmh. découragement des jeunes, moi, je vais te donner mon exemple concret. Quand je jouais, je te disais, jusqu'à 16 ans à peu près, j'étais surclassé, j'avais un bon niveau, mais je jouais à Marseille et c'était, je te dirais, 2 entraînements par semaine avec des adultes, 2 entraînements de 2 heures, plus un match la fin de semaine. J'arrivais 1 heure avant l'entraînement, je partais 1 heure après et j'allais tous les jours au club, mais pour faire ce que je voulais. Je développais mes mouvements, je récupérais quand je voulais. La séance durait le temps que je voulais. J'étais un passionné de basketball. Après 1 année en centre de formation en France, je n'aimais plus le basketball et je voulais arrêter. J'ai continué
par orgueil, parce que je voulais dire aux gens: «Je suis parti, je rentrerai pas avant d'avoir atteint quelque chose», tu vois? Mais l'amour n'était plus là et je le constate ça, chez beaucoup de jeunes. Des jeunes qui sont des passionnés, mais qu'à force moi je dis toujours le caviar, tu sais? Des fois, tu as beau aimer le caviar, tu vas le manger matin, et midi, soir, tu vas trouver ça cool pendant 3 jours, au bout de 3 semaines, tu vas le vomir. Et beh, ça pour moi, tu vois, c'est un peu la même chose et en répondant à ça, tu devances une question que j'avais qui était finalement, est-ce que, ça là, le l'abus sportif, la surspécialisation, l'immense volume d'entraînement et de matchs peut amener à un burn-out, voire une dépression comme au bureau? Oui, absolument. Puis ça, c'est documenté, ça a été étudié. Puis c'est là le plus gros risque du multisport, justement, c'est d'amener à une dépression sportive, à un burn-out, qui est exactement la même chose que pour nous, les adultes, en lien avec la vie, le travail, etc. Donc oui, 100%, puis ça, c'est très bien documenté. C'est une des raisons majeures d'abandon sportif. Puis tu sais, tantôt, là, tu parlais de l'adulte qui veut être maître du corps et de sable, puis que Ouais, c'est important de laisser la place aux enfants dans leurs décisions. Mais de l'autre côté de la médaille, combien de fois est-ce qu'on entend: «Oui, mais mon enfant, il aime ça. Fait je l'inscris à des cours de spécialisation parce qu'il aime ça. Je l'ai inscrit au camp cet été parce qu'il aime ça», et cetera, et cetera. Mais c'est aussi notre rôle comme parents de dire: «Oui, je sais que tu aimes ça en ce moment, mais l'objectif, c'est que tu aimes ça encore dans 10 ans». Parce que cette exact. passion-là, elle va finir par s'estomper si ça devient trop accaparant dans, la vie du jeune. Donc, en dehors de l'école, en dehors de tout ce que ça implique d'être un enfant, si la structure par rapport à son sport, elle devient trop prenante, il y aura plus aucun plaisir à le faire, puis c'est là qu'on va amener à des abandons. Fait que oui, il y a une certaine portion qui vient aux enfants de dire: «Moi, j'aime mon sport, je veux le pratiquer», et cetera. Mais il y a aussi une portion des parents qu'il faut être en mesure de dire: «Je le sais que tu aimes ça, on va le reprendre dans 3 mois». Ouais, j'entendais, tu vois, dans un podcast il y a pas longtemps que au centre de formation du Barça, ils s'entraînent 3 fois par semaine. Et il y a toujours cette grosse, méprise qui est faite, je le constate beaucoup ici en ce moment, de confondre la quantité avec la qualité. Donc on va avoir tendance à se dire: «Au plus il en a, au mieux ça vaut». Sauf que, comme tu l'expliques, quand ça tue la passion, progressivement, tu te retrouves avec des gamins qui vont à un entraînement parce qu'il faut. Ils vont assumer une tâche, mais ils n'ont pas envie de se lever le matin pour aller à l'entraînement et ça, c'est ça qui devient très, très compliqué donc c'est arrivé, tu vois, pour éclaircir pour les gens, parfois, je sais qu'on vous dit pas ça, mais parfois un 2 heures, 2 fois par semaine est plus prolifique qu'un 2 heures 5 fois par semaine. Tout simplement parce que le 2 Ouais. heures 2 fois par semaine, en fait, l'enfant, il a envie d'y aller. Il est pas En ultra fait, là, fatigué quand il step sur le terrain. ouais, la science, là, par rapport au volume d'entraînement pour les jeunes athlètes est assez simple, hein. 1 heure par âge chronologique. Donc, un enfant de 10 ans ne devrait pas jouer à son sport plus que 10 heures. Un enfant de 12 ans, 12 heures, 8 ans, 8 heures. C'est le maximum qui est recommandé là, par la science pour la pratique sportive en développement. Ouais et ça, c'est le maximum et le maximum qui comprend Ouais, tout, match, entraînement et ci et là. Donc ça veut dire qu'on c'est n'est même ça. pas Hein, tout. obligé de reach le maximum. Non, absolument pas. Puis plus on va être dans le maximum, c'est pareil comme en musculation pour les adultes, plus tu te tiens proche de ton maximum, ben, plus la fatigue s'accumule, puis plus la récupération doit être, adaptée en conséquence. U une question un peu, je jette un peu un pavé dans la mare. Heu, est-ce que parfois le multisport, je prends je compare un peu les écoles de formation européennes et européennes, au niveau des jeunes, tu vois? Moi, dans ma vision qui ai connu les 2, en France et dans certains pays d'Europe, c'est beaucoup plus structuré. C'est beaucoup plus structuré dans le sens où tu ne peux absolument pas comparer les formations d'entraîneurs françaises avec les formations d'entraîneurs qu'on a ici. Tu vas passer un DE en France, c'est 1 an. Tu vas passer un DES, c'est 18 mois, 1 semaine sur 2. Tu vas être,
une semaine dans ton club, une semaine, tu vas être à l'école de 8 à 5. Donc ça te fait beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Est-ce que des fois, on ne se sert pas tu vois, des fois, il y a des gens qui vont dire le multisport, tu vas apprendre des choses et des appuis, que tu ne fais pas nécessairement dans ton sport. Est-ce que finalement, le multisport ne dessert pas ne compense pas plutôt un manque d'apprentissage général de l'athlète à un jeune âge dans son sport. Tu vois, au basket, on va parler le footwork, apprendre à jouer à tous les postes, avoir quelque chose de complet comme, je sais pas moi, apprendre la vitesse, des trucs comme ça. Finalement, est-ce que on se sert pas d'un multisport comme d'une béquille pour un manque qu'on a dans notre, formation de joueur? Non, en fait, parce que l'idée du multisport, c'est justement d'aller chercher des acquis qu'on n'aurait pas nécessairement développés, dans la pratique du sport principal. Mais il y a une chose importante que OK. tu as dit, c'est que dans le programme en France, les jeunes apprennent à jouer à plus d'une position. Puis ça, c'est une erreur qu'on fait dans notre parcours ici, parce que ça, c'en est un outil de multisport de dire peu importe le sport, là, on parle de basket, mais le joueur de baseball, il n'est pas obligé de jouer au deuxième but à 9 ans pour toute la durée de la saison. On peut le bouger sur le terrain, puis ça va lui donner une vision de jeu qui est différente, qui va lui permettre d'améliorer sa vision de jeu quand il va être à sa position prédisposée. Fait que ça, c'en est une façon de accentuer ou d'augmenter le développement des jeunes athlètes. Mais l'idée du multisport, c'est vraiment d'aller chercher un développement autant de compréhension de jeu visuel, de prise de décision que d'un bagage physique qu'on n'aurait pas atteint avec la pratique d'un sport unique parce que je veux pas, les gestes deviennent répétitifs et ce, peu importe la position que tu vas jouer, les gestes associés au sport vont revenir un peu les mêmes, là. Une C'est autre un peu chose comme du ce qu'on a multisport, ouais. Non, une je autre voulais chose du juste te multisport faire qu'on une parle, remarque, tu vois? Vas-y, vas-y, ouais, vas-y, je te laisse finir, je te le dirai après. une autre chose du multisport qu'on parle très peu, puis que ça, on peut pas l'enseigner en faisant un seul sport, c'est que ça te permet d'apprendre à apprendre. Parce que à chaque fois que tu vas apprendre un nouveau mouvement, une nouvelle tâche, un nouveau sport, cet acquis-là d'apprentissage, ben, tu vas t'en servir après ça pour apprendre des nouvelles choses dans ton sport. Tu vas devenir un enfant qui va être plus un coachable kid Mmh. parce que tu vas avoir appris à apprendre des choses de nouveau, là. Ça, on peut pas le faire en pratiquant un seul sport, hein. Ouais, exactement. Et ce que je voulais t'apporter tout à l'heure, c'est que finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on appelait l'adaptation anatomique en préparation physique, où finalement, une portion de ton travail va être de travailler les chaînes musculaires qui travaillent moins pendant ta pratique sportive pour éviter de développer un déséquilibre. Finalement, ça Absolument. fait un petit peu la même chose, mais peut-être avec plus de fun, parce qu'on s'entend que jeunes, ils aiment mieux être sur le terrain plutôt que dans le gym. Ouais, absolument. Donc c'est très intéressant, aussi par rapport à ça. Donc tu vois, on a répondu à la question dont je parlais tout à l'heure, que je voulais te poser sur le fait de partir vers une forme de dépression liée au sport, qui peut tuer la vie, de certains athlètes et qui fait que, finalement tu vas pas les revoir et qu'on trouve que des gros potentiels disparaissent justement à cause de cette surutilisation dans le même sport qui devient une corvée, hein et très lié au sport-études. D'ailleurs, toi, tu penses que à quel âge pourrait commencer un sport-études? Le sport-études, à quel âge? Ça, c'est une bonne question parce que c'est là que j'ai été chercher mon expertise, mon expérience dans un programme de sport-études. En ce moment, au Québec, le sport-études est à 12 ans. Moi, je pense qu'on devrait retarder la spécialisation autour de la puberté qui est retardée chez les garçons depuis plusieurs années comparé à ce qu'on connaissait là, au début des années 2000, 90, etc. Fait que moi, je pense que l'âge idéal là, devrait se situer entre 14 et 16 ans pour la spécialisation d'un sport, ou du moins la pratique de seulement 2 sports différents. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les programmes de sport-études tout en respectant ça? Absolument. La saison de basket, elle dure pas toute l'année scolaire non plus. Donc, là, c'est la tâche des programmes de sport-études d'utiliser certaines périodes
dans la semaine et certaines périodes de l'année pour aller travailler avec d'autres sports. Puis une des erreurs que nous, on voyait énormément en sport-études, là, c'était ça. Tous les coachs étaient d'accord avec le multisport, le 100%. J'ai jamais vu un coach qui m'a dit: «Non, non, non, moi je crois pas à ça». Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, la saison vient de terminer, fait qu'on va faire 2 semaines de hockey cossum, puis c'est beau, j'ai fait mon multisport, on revient au basket tout de suite après. Mais c'est pas ça le multisport. Le multisport, c'est d'aller chercher un développement d'acquis qu'on n'a pas avec le sport 2 semaines, c'est pas assez long, là. Fait que est-ce que les programmes de sport-études peuvent condenser la semaine, utiliser certains jours de la semaine pour travailler autre chose sur d'autres sports, et cetera? Est-ce qu'on peut utiliser l'échauffement pour le faire? Est-ce qu'on peut utiliser certaines périodes de l'année pour le faire en dehors de la saison de basket? Absolument. Puis ça, c'est des choses qui doivent être améliorées dans les programmes, là. Comme une idée concrète pour les coachs qui nous regardent, tu as une salle de basket, échauffement futsal. Oui, Tu absolument, lances cent un pour 100. ballon au milieu, tu as besoin de rien, tu as la cage de hand derrière le trois quarts du temps. Tu lances un Oui, futsal, c'est fun. 100%. Absolument. Ouais, Un 15 minutes comme ça, répété quotidiennement, devient 1 heure à la fin de la semaine, là. Fait que quotidiennement. Absolument. écoute, ça touche à sa fin, la rencontre. Ouais. J'aimerais voir avec toi, est-ce que tu peux donc faire un petit récapitulatif de conseils pour les entraîneurs, les parents qui nous regardent sur justement comment, par exemple, intégrer le multisport dans leur pratique, faire en bref un petit topo de ce qu'on a vu dans la séance qui soit simple pour eux à se rappeler, à mettre en pratique dès demain quand ils Ouais. seront avec leurs kids. Ouais, absolument. Tu sais, là, le 1er conseil que je vais donner, là, c'est d'essayer de faut réussir à éviter de se faire avaler par le système en ce moment, le système qui pousse la spécialisation hâtive, le système qui pousse la sélection hâtive, puis le développement rapide des performances en jeune âge. Il faut, comme parent, comme entraîneur, le plus possible, être en mesure de faire tourner cette vapeur-là, ce courant-là par rapport à la surspécialisation hâtive. Maintenant, pour les programmes de sport, on veut utiliser les échauffements, on veut utiliser certaines journées dans la semaine où est-ce qu'on va travailler complètement autre chose. On veut incorporer plus d'activités physiques à la maison ou si c'est pas dans nos valeurs ou dans notre possibilité comme parents de pratiquer des sports à la maison avec nos enfants, ben, du moins d'éviter de surcharger la saison principale de notre jeune avec d'autres sports autour de ça. On peut utiliser le multisport, mais à des périodes différentes de l'année. C'est pas en ajouter par-dessus qui va être bénéfique, mais il faut écouter la science, il faut écouter ce que les experts disent de plus en plus. On évite de vouloir aller trop vite, il faut donner le temps parce que le vrai développement athlétique est beaucoup plus tard que ce que l'on croit. On le voit avec les athlètes olympiques, on le voit avec les athlètes professionnels. Donc, donner le temps aux enfants, laissez-leur avoir du plaisir, mais il faut aller incorporer cette notion-là de développement global, dans notre société puis dans les fédérations sportives là, avant qu'il soit trop tard. Écoute, ça c'est top là ce que tu viens de donner. Un petit truc qui me revient en tête et qui s'applique beaucoup au basket pour les parents surtout. Gardez en tête parce que je le vis tout le temps. J'ai des athlètes qui sont sursollicités. Quand un coach vient vous voir en vous disant: «Ton enfant, je vais l'amener dans mon équipe, on va aller faire un tournoi à Toronto, on va aller faire un tournoi à New York, on va aller faire un tournoi là-bas de 3 jours». Le coach veut gagner. Le coach veut gagner. Le coach veut que son programme ait de la visibilité. C'est pas mal intentionné. C'est que des fois, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Il n'a pas conscience que rajouter une charge d'un déplacement à Philadelphie avec 4 matchs sur un jeune qui est déjà chargé, en fait, ce que ça fait, c'est que ça flatte le parent. C'est qu'on se dit: «Oh, c'est vraiment cool, il voit, quelque chose, il voit un talent dans mon enfant». Donc ça flatte et qu'est-ce qu'on va faire? C'est beau, on pétille un petit peu, c'est un tournoi aux États-Unis, c'est bien, on va l'envoyer. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est en fait conscientiser les parents à dire: «C'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant et des fois, il a le temps de faire q des choses comme ça». L'exposition, tu vois, pour moi personnellement, je pense que tu vas me rejoindre,
Avant 16-17 ans, ça sert à rien. Avant 16-17 ans, tu travailles. Si tu veux décrocher une place en université, il faut que tu deviennes très efficace à 16-17 ans. Donc, si on sature un jeune vite, on a aussi notre part de responsabilité. Il faut qu'on le sache en tant que parent, il faut qu'on le sache en tant que coach. Et quand on parlait des formations des coachs, ça devrait prendre ça en compte. Ils devraient savoir qu'à tel Absolument. âge, ils peuvent pas les entraîner autant. Ils peuvent pas les faire jouer autant et sensibiliser les parents à dire: «Regarde, son volume doit être ça. S'il sort de ça, il augmente ses risques de burn-out et il augmente ses risques de blessure». C'est juste là-dessus que je Absolument. voulais, tu vois, appuyer un petit peu sur la fin par rapport à notre entrevue. Maintenant, il y a une tradition pour clôturer, le podcast que je mets en place. C'est quelque chose à quoi tu ouvres la porte du gym et quelque chose à quoi tu claques la porte du gym. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein. On a parlé de surspécialisation, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la préparation physique, ça peut être des trucs que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc, à quoi est-ce que tu ouvres, les portes du gym? Qu'est-ce que tu aimerais voir, plus dans la pratique des jeunes athlètes ou tout simplement dans l'environnement du jeune athlète? Qu'est-ce qu'on ouvre la porte du gym? Je pense que le développement global puis l'aspect plaisir doit revenir au centre de la performance athlétique. Il faut remettre le plaisir à la base de toute cette pratique sportive-là avant la performance parce qu'on a mélangé les ordres là, dans les dernières années. On pense que la performance va venir avant le plaisir. Donc, je veux revoir le plaisir rentrer à travers les programmes de développement des jeunes athlètes. À quoi est-ce qu'on ferme la porte? On ferme la porte au camp de surspécialisation à l'année longue. Ouais. Les institutions privées qui, sans avoir de mauvaises intentions, envoient le mauvais message comme quoi que c'est essentiel pour bien se développer. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on devrait, sans dire mettre un terme, mais vraiment limiter la possibilité au travers des prochaines années. Écoute, c'est excellent. Donc, l'émission touche à sa fin. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, pour, ton partage, mais aussi pour tout l'investissement que tu mets pour le développement des jeunes au Québec et j'aimerais ça te revoir prochainement dans le podcast et notamment j'ai déjà des idées en tête, hein, développement de la puissance, des trucs, qui sont tes autres points de spécialité. Peut-être le faire chez toi. Oui, Peut-être le peut-être. faire directement dans le studio, ça pourrait être, vraiment une bonne chose. Ben écoute, je te remercie, je te dis salut et merci tout le monde d'avoir regardé l'épisode.